Bonsoir à toutes et à tous, samedi 15 mars, il est l'heure de l'info, je suis ravie de vous retrouver. La ministre de la Transition écologique s'est rendue en Haute-Marne ce vendredi pour présenter le plan national d'adaptation au changement climatique. Au cœur du parc national de Forêt, elle a échangé avec les acteurs locaux. À Nogent, le musée Microfolie propose plusieurs œuvres, 3200 œuvres même, numérisées pour rendre la culture accessible à tous. Grâce à la technologie, les visiteurs peuvent explorer des chefs-d'œuvre du Louvre ou du Centre Pompidou en un seul clic. Le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Haute-Marne a organisé un job dating les 7 et 8 mars à Chaumont. Près de 500 demandeurs d'emploi ont pu rencontrer des recruteurs. Nous y étions. Originaire de Vaucouleurs, Baptiste Briet publie son premier Destin brisé, un roman plongeant le lecteur dans un régime autoritaire où l'humanité vacille face à l'oppression. On en parle à la fin de ce journal avec lui. À l'occasion du lancement du 3e plan national d'adaptation au changement climatique du gouvernement, Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition écologique, a rendu visite à plusieurs communes haut-marnaises afin de présenter ce plan aux acteurs du territoire. Célia Richard et Gaël Bossu étaient sur place. Madame la ministre, bienvenue à Archambault. Une venue ministérielle au milieu de la forêt. La ministre de la Transition écologique, Agnès Pannier-Runacher, s'est rendue en Haute-Marne ce vendredi 14 mars à l'occasion du plan national d'adaptation au changement climatique lancé par le gouvernement quelques jours plus tôt. Ce nouveau dispositif établit une liste de 52 mesures pour traiter les impacts du changement climatique sur les territoires et préparer le pays à une hausse des températures pouvant atteindre plus 4 degrés d'ici 2100. Dans ce contexte, les forêts doivent être protégées. C'est un territoire qui, par ce qu'il nous apporte, est essentiel. C'est un puits de carbone, ça capte le carbone. C'est également un territoire où on régule l'eau, c'est-à-dire qui est capable de retenir l'eau quand elle est en trop-plein et de la restituer pendant les périodes de sécheresse. Et c'est un territoire qui fournit une matière première brute qui est le bois, qui peut être utilisé et valorisé. Et là aussi, au moment où on doit s'interroger sur notre accès aux ressources naturelles, au moment où on est menacé en tant que pays par d'autres pays qui veulent nous imposer des droits de douane ou qui menacent notre accès à ces ressources naturelles, savoir valoriser ses propres ressources naturelles, limiter notre exposition aux importations, c'est aussi un élément de résilience et de résistance. Partout, des enjeux spécifiques. En Haute-Marne, par exemple, le parc national des forêts de plus de 3000 hectares revêt une grande importance dans les enjeux nationaux. C'est la plus grande réserve intégrale forestière de France. Elle fait plus de 3000 hectares et c'est un lieu qui est emblématique au sens où c'est un laboratoire à ciel ouvert pour suivre les dynamiques naturelles de la forêt laissées en libre évolution et de suivre également les dynamiques en matière de biodiversité et en matière de changement climatique. Dans la journée, la ministre a également participé à une table ronde à Auberive, puis effectué une visite du site Martelloscope, l'occasion d'échanger avec les acteurs locaux. Travailler dans la main État, évidemment élus locaux qui sont en première ligne, mais également les habitantes et les habitants, mieux faire connaître la forêt, mieux faire comprendre les enjeux qu'il y a derrière la forêt en termes d'eau, en termes de baisse des émissions de gaz à effet de serre, en termes aussi de menaces qui pèsent sur la forêt, et puis travailler avec les filières économiques, parce que la forêt, c'est aussi un facteur de richesse pour la France. Territoire forestier, la Haute-Marne a bénéficié d'un soutien important de l'État pour le renouvellement de sa forêt. Depuis 2020, 1200 hectares ont été replantés sur le territoire pour un montant total de 7,5 millions d'euros. Vous allez le voir, les images sont impressionnantes. Un violent incendie s'est déclaré ce vendredi soir aux alentours de 21h45 dans un hangar agricole de 1800 m². C'était à Seigneuls, dans la Meuse. Avec l'intervention rapide des pompiers, des animaux qui étaient présents à l'intérieur ont pu être évacués. Il n'y a pas eu de blessés et l'hangar est complètement ravagé par les flammes, comme vous l'avez vu sur ces photos. Pour la 3e année consécutive, l'espace créateur d'entreprise de Saint-Dizier a mis en place son appel à projets innovants. Après une première phase de formation, 5 projets et idées ont été primés ce vendredi soir. Les gagnants seront accompagnés dans la création de leur société. Les détails avec Gaël Bossu.
De la photothérapie, du design graphique ou de la location de simulateurs de course, autant de projets et d'idées qui ont fourmillé dans l'esprit d'entrepreneurs bragards cette année. À l'occasion du 3e appel à projets innovants de l'espace créateur d'entreprises de Saint-Dizier, 10 projets ont pu suivre un stage de formation de 4 mois avant de présenter leur idée à un jury. Finalement, 5 d'entre eux ont été primés et seront accompagnés sur la première phase de lancement de leur projet. Les premiers prix pourront même s'installer au sein de la pépinière d'entreprise, une aide cruciale au moment de se lancer dans sa vie d'auto-entrepreneur. Seul, on peut aller plus vite, mais ensemble, on va plus loin. On connaît tous cette maxime, mais c'est très important en fait d'être accompagné, d'avoir un réseau, mais d'avoir une communauté aussi. L'esprit de communauté, de pouvoir échanger avec des porteurs de projets, des entrepreneurs qui sont plus avancés aussi dans le processus. Ça fait beaucoup grandir et ça participe à élargir la vision de l'entrepreneuriat aussi. La culture ne recule pas devant le numérique et en fait même son allié. Le musée Microfolie de Nogent propose plus de 3200 œuvres numérisées à ses habitants et aux plus curieux. Une option qui permet de découvrir, d'apprendre et de voyager tout en restant proche de chez vous et surtout de continuer à attirer du monde dans les musées. Ouvert depuis septembre 2024, cette Microfolie œuvre pour la culture pour tous. Célia Richard vous fait la visite. 11 millions de visiteurs se sont rendus dans les différents musées en France en 2024. Un chiffre en hausse par rapport à l'année 2023. Mais comment est-ce que les musées continuent d'attirer les gens à l'ère du numérique et de la technologie? Pour les musées Microfolie, justement, tout se base sur le numérique. Ce projet lancé en 2017 par la Villette vise à promouvoir et à ouvrir la culture à tout le monde. À Nogent, le musée inauguré en septembre 2024 propose des centaines d'œuvres numérisées provenant du Louvre, du Centre Pompidou ou encore du musée d'Orsay. Ça fait tout à fait partie de l'élan culturel qu'on veut y donner. C'est innovant, c'est nouveau. Une diversité qui permet au musée d'accueillir un public de tout âge et de toute génération. Ici, on est dans du virtuel, donc on est sur de la distance, on est sur un grand écran, on est avec des tablettes. Et puis, on a une qualité de restitution des œuvres qui est, bon, vous le verrez, hein, c'est remarquable. Hein. Et puis, on a quand même une thématique de présentation d'œuvres, mais en même temps, il y a ce côté animé de l'œuvre. En fait, on peut très bien y trouver de la musique, du chant, de la danse. Il n'y a pas seulement uniquement l'œuvre en elle-même. Des œuvres comme la Joconde, les Nymphéas ou encore la Grande Vague de Kanagawa sont répertoriées dans les tablettes mises à disposition. Les visiteurs n'ont plus qu'à s'asseoir, mettre leur casque et interagir avec la tablette lorsque ce qui est affiché à l'écran leur plaît. En fait, ça plaît énormément parce que c'est vraiment un accès direct donc, vers des œuvres d'art. On ne peut pas forcément se déplacer à New York ou à Tokyo, voilà. Et donc, ce qui plaît aussi chez les jeunes enfants, c'est que la tablette offre aussi des jeux, donc une possibilité de jeux, des puzzles, des jeux du taquin. Et en fait, l'enfant ressort avec forcément en fait une connaissance. Le numérique permet de casser les a priori et d'attirer plus de monde dans les musées. On essaye de faire une programmation diversifiée. Chacun peut retrouver au moins une fois dans l'année, on va dire, dans le programme, quelque chose qui peut lui plaire. On essaye vraiment de découvrir de l'architecture, de l'art, de la musique, des concerts. Donc je pense qu'on pousse un petit peu les barrières du musée classique. Située à côté du musée de la Coutellerie, la Microfolie espère attirer les 6 000 visiteurs à l'année dans son enceinte. Les 7 et 8 mars dernier, le Centre de gestion de la fonction publique et territoriale de la Haute-Marne a organisé un job dating au gymnase Lionel Meunier de Chaumont. L'occasion pour des centaines de personnes d'aller à la rencontre des recruteurs et de découvrir le milieu de la fonction publique. C'est un public reportage signé Célia Richard. Trouver du travail peut parfois s'avérer compliqué. Alors, pour faciliter la tâche aux demandeurs d'emploi, le Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Haute-Marne a organisé les 7 et 8 mars 2025 un job dating. L'emploi est une des compétences du Centre de gestion de la Haute-Marne, mais des centres de gestion en général. Cette compétence que l'on doit, si vous voulez, mettre en avant est importante pour pouvoir satisfaire un besoin, si vous voulez, d'agents auprès des collectivités. Au milieu de ces 19 stands, les 3 fonctions publiques sont représentées, territoriale, hospitalière et l'État. Tous ont un objectif en commun,
recruter des candidats. L'agglomération de Chaumont et la ville de Chaumont est présente au job dating pour justement pouvoir participer et échanger avec des personnes qui pourraient justement intégrer les deux collectivités. Et on est aussi là pour présenter justement les différents métiers de la fonction publique puisque nos collectivités représentent à peu près 180 métiers différents. Faire connaître leur domaine. L'objectif en fait de participer à cette manifestation, c'est aussi promouvoir en fait les hôpitaux du Sud-Haute-Barde aux futurs candidats. On recherche énormément en fait de profils sages-femmes, manip radio, kiné, infirmier, aide-soignant. Et aiguiller les personnes présentes sur ces 2 jours. Le but à la fin de la journée, c'est vraiment d'avoir conseillé le maximum de personnes, d'ouvrir un peu l'éducation nationale aux personnes qui ont peut-être une image qui n'est pas forcément celle de la réalité, de rendre le plus transparent possible tout ce qu'on peut proposer. Les candidats ont pu discuter avec les recruteurs, assister à des conférences sur 9 thèmes différents, participer à 4 ateliers et fouiller les annonces de recherche d'emploi affichées sur le panneau dédié. Près de 500 demandeurs d'emploi se sont présentés lors de ces 2 journées. Ce soir, nous recevons Baptiste Briet, un Meusien, auteur du livre Destin brisé. Ce premier roman nous plonge dans l'oppression d'un régime autoritaire où Nathanaël lutte pour préserver son humanité. Entre histoire, psychologie, drame, Baptiste Briet nous offre un récit puissant et engagé. Bonsoir Baptiste. Bonsoir. Est-ce que engagé, c'est le mot pour résumer votre roman? Oui, totalement oui. Alors pourquoi vous avez décidé d'écrire ce roman? Pour ceux qui ne connaissent pas le livre, déjà on va le présenter. De quoi ça parle? Le récit se passe dans un état totalitaire où vous avez plusieurs personnages qui sont en proie à des dilemmes moraux, ou comme vous avez dit Nathanaël, ou bien son frère Caïn. Et celui-ci est dirigé par un empereur où la surveillance elle est de façon systémique et intrusive. Et voilà, je ne vais pas trop en dire pour ne pas... Effectivement, donc un petit peu à la 1984 de George Orwell finalement. C'est un peu ça, oui. Avec un Big Brother qui surveille. Comment vous avez eu l'idée de vous lancer dans ce livre? De par mes différentes lectures. Et puis c'est un sujet que je maîtrise déjà de base. Donc pour moi, je me suis quand même documenté pour faire ce récit. Mais de base, c'est un sujet que je maîtrisais, donc ça m'est venu naturellement. Alors justement, voilà, vous êtes un petit peu un professionnel, si je puis dire, de la géopolitique, vous vous intéressez aussi à l'histoire. Pourquoi vous avez décidé d'écrire un roman sur le totalitarisme? Parce que pour moi, c'est un sujet qui m'est venu naturellement, et je ne me suis pas posé de questions. Vous vous êtes dit, bon, j'écris là-dessus. Ça fait combien de temps que vous écrivez? Pour ce roman-là, j'ai pris environ 8 mois. Tout d'abord, j'ai voulu écrire pour moi. Et puis quand j'ai vu que ça prenait forme, je me suis dit pourquoi pas tenter. Puis j'ai envoyé à différentes maisons d'édition, puis j'ai eu des retours. Des retours pour un livre édité aujourd'hui, donc je le rappelle, Destin brisé. Quelle a été votre principale source d'inspiration, notamment pour les personnages? Où est-ce que vous êtes allé les chercher? En fait, chaque personnage représente différents aspects sociaux d'une dictature. Comme par exemple pour le père, et lui il adhérait au régime par rapport à un aspect financier. Donc non plus, je me suis intéressé aux oligarques russes, et on peut voir un parallèle entre les deux. Ou par exemple, il y a d'autres personnages qui est plus une résistante. Elle, de par sa façon d'agir et puis de faire, je me suis inspiré aux résistances durant la Seconde Guerre mondiale. En fait, vous avez mélangé énormément de références. C'est ça, oui. Vous avez, quand j'ai lu vos pages, vous travaillez particulièrement vos personnages. Comment vous les écrivez? Est-ce que vous passez un temps très précis sur les personnages ou est-ce que ça vient au fur et à mesure? Pour moi, ça vient au fur et à mesure parce que j'ai déjà en tête. Et comme je vous l'ai dit précédemment, chaque personnage représente un aspect. Donc finalement, les recherches vont avec les personnages. C'est ça, voilà. Comment vous travaillez chaque jour? Vous vous dites de 10h à midi j'écris, ou est-ce que ça vient plutôt au fil du temps? Non. Tous les soirs, je m'accordais 2 à 3 heures. Et puis après, ça vient au fil du temps. Et quand les idées viennent, je les note. Et puis... ça vient petit à petit, voilà, c'est ça. Est-ce que pour un Meusien qui habite à proximité, c'est difficile d'écrire, ou est-ce que finalement tout le monde peut le faire? Non, je pense qu'il faut avoir beaucoup de courage et de détermination, parce que je l'ai repris un nombre innombrable de fois, afin de corriger les fautes, afin que ce soit le plus réaliste possible. Et oui, il faut vraiment être déterminé
pour écrire, oui. Être patient finalement. Oui, c'est ça, voilà, oui. Parce que le premier jet, finalement, c'est qu'une ébauche, vous retravaillez dessus. C'est ça, voilà, oui, parce qu'entre le premier ébauche et puis celui-ci, il y a vraiment une grande différence. Oui. Beaucoup de relectures. Oui. Vous avez l'air d'avoir plein d'idées dans votre tête et vous travaillez déjà sur un second projet. C'est ça, oui. Je voudrais faire une suite pour celui-là, mais pas avant l'année prochaine. Et là, je suis déjà sur un autre projet. C'est pareil, c'est sur le même domaine, géopolitique, militaire, où l'histoire, ça se passera pareil dans deux pays imaginaires, où vous aurez un jeune de 20 ans qui va être envoyé de force à la guerre. Et les chapitres vont se dérouler soit au tribunal ou soit dans une prison, où celui-ci va raconter comment que son pays est entré en dictature et comment il a été envoyé de force à la guerre. Vous avez déjà des idées très précises, oui. C'est assez... Vous avez un carnet, j'imagine, où vous notez tout? Oui, bien sûr, oui. Tout est déjà préparé à l'avance, oui. Alors, la suite pour celui-ci, donc l'année prochaine plutôt, oui. Autant de pages, parce que là, on est sur presque 200 pages, ou vous voyez quelque chose de plus court? Pour celui que j'ai en tête pour en fin d'année, je pense moins de pages, oui, mais beaucoup plus descriptif et beaucoup plus psychologique, oui. Que celui-ci. Oui. Vous avez quelques dates, parce que vous allez le faire dédicacer, ce livre. Alors, la prochaine date, c'est le 5 avril, c'est ça? C'est où? C'est ça, oui. Alors, ça va être le 5 avril au Leclerc de Bar-le-Duc. Et après, vous partez un petit peu partout dans la Meuse? C'est ça, voilà. Il y aura le 29 mai au Leclerc de Neufchâteau, le 18 avril à la librairie de Saint-Miel le matin, et à Commercy l'après-midi à la librairie commerciale à partir de 14h, et fin mai à la librairie Lambert à Neufchâteau. Écoutez, les rendez-vous sont pris. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. C'est la fin de notre édition, merci de nous avoir suivis. Tout de suite, la météo. Demain, vous retrouverez Cyril Viguier pour le Grand JT des Territoires dès midi. Quant à moi, je vous donne rendez-vous sur puissancetélévision.fr pour plus d'informations. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile.